Des brutes s'en prennent au nouvel élève, un garçon noir et calme, sans savoir qu'elle s'en prenait à un combattant ceinture noire. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. L'air matinal à Paris portait le froid mordant d'un hiver qui s'annonçait, mais pour Gabrielle Lefebvre, la véritable glace se trouvait sur la façade imposante du lycée-collège. Un colosse de briques roussâtres et de fenêtres qui reflétait le ciel gris, l'école semblait avoir été sculptée dans un catalogue de rêves inaccessibles. Là, l'herbe était toujours verte, les chemins de pierre, impeccables, et les élèves, des figures sorties d'éditoriaux de mode, défilaient avec des vestes de créateurs et des sacs à dos qui coûtaient plus cher que le loyer de son petit appartement. Gabrielle, quant à lui, était une tache discrète dans ce tableau. Son sweatshirt gris, délavé par d'innombrables lavages, et ses baskets usées contrastaient vivement avec l'éclat environnant. Son sac à dos, rapiécé avec un soin presque artisanal, était un témoignage silencieux d'une vie vécue à un autre rythme. Il ne cherchait pas l'attention, en fait, l'invisibilité était son armure. Ses pas étaient mesurés, presque chorégraphiés, tandis qu'il franchissait le portail en fer forgé. Ses yeux, entraînés à observer sans être remarqués, balayaient le décor, des groupes d'adolescents riaient fort, leur café cher fumant à la main, leur voix résonnant avec la confiance inébranlable de ceux qui sont nés avec le monde à leurs pieds. Gabrielle avait déjà appris, dans d'autres écoles, dans d'autres quartiers, qu'être le « différent » était une invitation ouverte à la provocation. Et il n'était pas là pour accepter des invitations. Le couloir principal était un sanctuaire de réussites étrangères. Des fresques murales affichaient des photos d'élèves lauréats, des trophées dorés scintillaient dans des vitrines, et des plaques de bronze gravaient les noms de familles donatrices des noms de familles qui résonnaient avec pouvoir et tradition. Il était évident, cet endroit était un berceau pour l'élite, une scène pour les héritiers de fortune et d'influence. Au secrétariat, Madame Sylvie Dubois, une femme au sourire professionnel, presque robotique, le reçut. Vous devez être le nouvel élève, Gabrielle Lefebvre, n'est-ce pas? Il hocha la tête, la voix nouée dans sa gorge. Voici votre emploi du temps. Salle 214, avec Monsieur Philippe Leroy. Bienvenue. La formalité de l'accueil était un voile fin sur l'indifférence. En entrant dans la salle de classe, pas de fanfare, pas de présentation. Le professeur, Monsieur Philippe Leroy, un homme d'âge moyen avec des lunettes sur le bout du nez, se contenta de pointer une chaise vide au fond et retourna gribouiller au tableau. Gabrielle se glissa vers le siège, sortit un carnet usé de son sac à dos et se recroquevilla dans son propre univers. Les regards curieux, dissimulés ou non, étaient comme de fines aiguilles. Une fille aux cheveux blonds, parfaitement coiffée, l'analysa avec la même curiosité qu'on examine une pièce de musée déplacée. Mais Gabrielle fit semblant de ne pas voir. Il maîtrisait l'art de se déplacer sans laisser de traces, une tactique que son oncle Marc appelait « le silence du prédateur ». Sois calme, observe tout, et personne ne saura de quoi tu es capable. Ce premier jour au lycée-collège, il fut la personnification de cette maxime. Il observa. Ce que Gabrielle ne comprenait pas encore, cependant, c'était que, dans cet environnement, le silence d'un garçon comme lui était plus perturbant que n'importe quel cri. C'était une anomalie, un affront à l'ordre établi. Le deuxième jour, Gabrielle arriva plus tôt que nécessaire. L'idée de traverser des couloirs bondés de corps et de voix le dérangeait. Il préférait le calme de l'école vide, un terrain à cartographier avant la bataille. Mais, ironiquement, sa tentative de disparaître semblait attirer encore plus d'attention. Son silence, au lieu de le camoufler, le rendait un point focal. Tandis qu'il marchait dans les couloirs de marbre poli, le son de rire bruyant l'atteignit. Deux garçons, l'un avec un sac à dos de marque qui semblait crier « statue », s'approchaient. En passant près de lui, un murmure empreint de dérision flotta dans l'air. « Il vient d'où, lui ?» « De la cité ?» Gabrielle serra les lèvres, faisant semblant d'être sourd. Dans la salle de classe, les commentaires étaient plus subtils, déguisés en plaisanteries innocentes. « Et, Lefebvre, tu as Instagram ? Ou là où tu habites, il n'y a même pas le Wi-Fi ?» La voix venait de Maxime Laurent, un garçon blond, aux cheveux méticuleusement peignés, qui ne daigna même pas le regarder en face. Personne ne rit vraiment, mais personne ne le défendit. Le silence des autres était aussi assourdissant que les provocations. Pendant la récréation, Gabrielle trouva refuge sur un banc isolé, près du court de tennis. De là, il observait le microcosme du lycée-collège. Les élèves se déplaçaient avec une confiance inébranlable, comme si le monde était une extension naturelle de leurs privilèges. Les filles, aux ongles impeccables et au téléphone toujours à la main,
exhalait une aura d'insouciance. Les garçons se divisaient en clans, les sportifs, les fils d'entrepreneurs, ceux qui parlaient trop fort pour être ignorés. Gabriel ne s'intégrait dans aucun de ces groupes. Il n'était ni drôle, ni charismatique, ni populaire. Il était juste le nouveau. L'étranger. Le différent. Et, même sans prononcer un mot, il était déjà devenu le sujet principal. Mais ce qui irritait le plus les rois du lycée-collège n'était ni la couleur de peau de Gabriel, ni ses vêtements simples. C'était son regard. Ferme. Calme. Indifférent. Maxime Laurent le remarqua avant tout le monde. Maxime était le genre de garçon qui exigeait d'être le centre de l'univers. Il détestait être ignoré, détestait quand quelqu'un ne réagissait pas à son charme forcé ou à ses blagues creuses. Et Gabriel? Gabriel l'ignorait tout simplement. Et cela, pour Maxime, faisait plus mal qu'un coup de poing. Ce gamin se prend pour quelqu'un, grommela Maxime à ses deux satellites, Hugo Blanc et Enzo Roux. Il ne nous regarde même pas. Il fait le supérieur. Peut-être qu'il ne veut juste pas de problème, mec, risqua Hugo, la voix hésitante. Ou peut-être qu'il se croit tout permis, répliqua Maxime, un éclat dangereux dans les yeux. Et personne ici n'est meilleur que moi. Ce n'était que le deuxième jour, mais le premier mouvement sur l'échiquier avait déjà été fait. Gabriel ne voulait que la paix. Maxime, en revanche, venait de trouver une nouvelle cible. Le mercredi, Gabriel décida qu'il était temps d'affronter la cafétéria principale. Jusqu'alors, il avait évité l'endroit comme la peste, préférant la solitude d'un rapide sandwich en plein air, loin des regards curieux et des chuchotements. Mais la pluie fine et persistante de ce jour-là, accompagnée d'un froid qui pénétrait les os, le força à chercher refuge. La cafétéria était un spectacle à part entière, une vaste salle, avec des fenêtres s'étendant du sol au plafond, inondant l'espace d'une lumière diffuse. Les tables et les chaises s'étalaient comme dans une grande aire de restauration. Les groupes étaient strictement définis, les sportifs dans un coin, les pom-pom girls dans un autre, les nerfs, plus à l'arrière, dans leur propre enclave. Au milieu de cette mosaïque sociale, Gabriel avançait avec son plateau modeste, riz, poulet et une pomme. Il ne chercha pas de compagnie. Il s'assit seul à la table la plus proche de la sortie, un point stratégique pour une fuite rapide, si nécessaire. Il sortit ses écouteurs de sa poche, les mit discrètement et commença à manger en silence, créant une barrière sonore entre lui et le brouhaha ambiant. C'est alors que la voix de Maxime Laurent déchira l'ambiance, affûtée comme une lame. Et, regardez. Quelqu'un a apporté son casse-croûte du quartier populaire aujourd'hui. La phrase, chargée de venin, vola haut, calculée pour atteindre. Certains rirent, d'un rire nerveux et complice. D'autres, la majorité, firent simplement semblant de ne pas entendre, détournant le regard vers leurs assiettes ou le plafond. Gabriel resta immobile, les écouteurs toujours sur les oreilles. Mais il entendit. Et il sentit. Maxime s'approcha avec une théâtralité étudiée, ses pas lents et assurés. Hugo Blanc et Enzo Roux le suivaient, souriant comme des hyènes affamées, prêts pour la chasse. Quoi, Lefebvre? Trop occupé à mastiquer la pauvreté pour répondre? Gabriel leva les yeux. Calmement, il fixa Maxime pendant 2 secondes qui parurent une éternité, un regard qui ne contenait pas de colère, juste une quiétude perturbante. Puis, sans un mot, il recommença à manger. Maxime pencha son corps en avant, attendant une réaction, un signe qu'il avait atteint sa cible. Mais rien ne vint. Tu te crois meilleur que nous, c'est ça? Gabriel, d'un mouvement délibéré, enleva ses écouteurs et les posa sur la table. Sa voix, lorsqu'elle vint, était un murmure tranquille, mais chargé d'une fermeté inébranlable. Je ne me crois rien. J'essaie juste de déjeuner en paix. Cette réponse, dite avec une politesse presque irritante et un calme qui frôlait l'insolence, fut pire qu'un coup de poing à l'ego de Maxime. Il se retourna, riant fort, comme si la situation ne l'avait pas du tout affecté. Mais à l'intérieur, la fureur bouillonnait. En s'éloignant, il lança tout de même une dernière pique au vent, « Fais gaffe, champion. La vraie école, ce n'est pas comme dans ton quartier. » Gabriel ne répondit pas. Mais à ce moment-là, une compréhension glaciale le frappa. Ce qui se passait n'était pas seulement du harcèlement. C'était territorial. Maxime défendait un pouvoir qu'il croyait sien de droit, une domination sur cet environnement. Et Gabriel, par son silence, son indifférence, sa simple présence, représentait une menace pour cette hégémonie. À partir de là,
le lycée-collège ne serait plus une école. Ce serait un champ de mines. Quand le dernier signal sonna ce mercredi-là, Gabriel quitta l'école en silence, comme il le faisait tous les jours. Il prit le bus de la ligne 42 en direction d'un quartier plus ancien, moins éclairé, un monde à part des grands hôtels particuliers et des voitures de luxe qui entouraient le lycée-collège. 40 minutes plus tard, il descendit près d'une station-service abandonnée et marcha jusqu'à un vieux garage, à la façade écaillée et à la petite plaque rouillée qui disait « Académie des arts martiaux, la discipline et force ». À l'intérieur, le monde était autre. L'odeur des tatamis propres, le son des pas nus sur le sol matelassé, la respiration synchronisée des élèves qui s'entraînaient. C'était là que Gabriel se sentait entier. Oncle Marc, un homme robuste, chauve, au regard fermé à la voix basse, avait été lutteur professionnel. Il avait abandonné les rings après avoir vu plus de vanité que d'honneur dans le monde des compétitions. Désormais, son dojo était un espace de formation, non pas de champion, mais de caractère. « Tu es en retard aujourd'hui, gamin, dit Marc, sans tourner la tête. »« J'ai dû déjeuner en enfer, » répondit Gabriel, en posant son sac à dos dans un coin. « Le lycée-collège, » constata Marc. Gabriel hocha la tête. « Oui. On me met à l'épreuve. » L'oncle le regarda enfin. « À l'épreuve ou provoquer ?»« Les deux. Mais je garde le contrôle. » Son oncle ne répondit pas. Il se contenta de pointer le tatami. « Alors, montre. » Gabriel changea de tenue, noua sa ceinture noire avec la concentration de celui qui enfile une armure et se rendit au centre. Là, les coups n'étaient pas donnés par colère, ils étaient pour la précision. Chaque coup portait la discipline, chaque mouvement disait « Je sais me défendre, mais je choisis de ne pas attaquer. » Pendant l'entraînement, Marc l'observait. « Tu te souviens ce que je t'ai dit au début, Gabriel ? La force sans contrôle est une faiblesse. » Exactement. Et le contrôle, c'est ce que les faibles craignent le plus. Parce que quand tu ne réagis pas comme ils veulent, tu leur enlèves leur pouvoir. Gabriel prit une profonde inspiration. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'ils dépassent les limites ? Gabriel termina la séquence de mouvements par un coup de pied retourné parfait. Si quelqu'un à l'école voyait cela, il ne l'appellerait jamais faible. Mais c'était le but, personne ne voyait. Et c'était mieux ainsi, pour l'instant. Le jeudi, quand Gabriel ouvrit son casier, il trouva un mot collé au fond de la porte, « Retourne d'où tu viens ». Il n'y avait pas de signature. Il n'y en avait pas besoin. Ce n'était qu'une étape de plus, une autre façon de forcer une réaction. Pendant le cours d'histoire, quelqu'un poussa son sac à dos avec le pied. En éducation physique, un des garçons de l'équipe de rugby lança directement le ballon contre sa poitrine, même si cela ne faisait pas partie de l'entraînement. Gabriel ne répondit pas. Ni par des mots, ni par des regards. C'était comme s'il agissait dans le cadre d'une mission, observer, enregistrer, résister. Mais à l'intérieur, la pression montait. À la maison, il parla à peine à oncle Marc. Il était plus silencieux que d'habitude. À l'école, les brutes le remarquèrent et confondirent son silence avec de la soumission. Maxime, surtout. Il voulait provoquer quelque chose, une explosion, une erreur, n'importe quoi qui justifierait ce qui allait suivre. Le vendredi, le bizutage fut pire. Ils mirent un paquet de papier toilette dans le casier de Gabriel avec un mot, « Pour quand tu chieras de trouille devant nous ». La blague se répandit rapidement dans les couloirs. Rires étouffés. Téléphone dissimulé filmant la réaction. Mais Gabriel se contenta de prendre le paquet, de le jeter à la poubelle et d'aller en classe comme si rien ne s'était passé. Cette froideur, ce calme, fut ce qui dérangea vraiment Maxime. Il commenta avec ses amis dans le vestiaire, « Ce gamin se croit tout permis. Il essaie de nous avoir par son silence. Peut-être qu'il ne veut juste pas d'ennui, mec, dit Hugo Blanc, hésitant. Ou peut-être qu'il pense pouvoir commander ici. Et ça, je ne le permettrai pas. » Le plan était déjà tracé. Il n'attendait que le bon moment. Et il arriverait plus vite que Gabriel ne l'imaginait. Le mardi suivant, le ciel était nuageux, et une brise glaciale annonçait l'arrivée imminente de l'hiver. La plupart des élèves s'étaient déjà dispersés, se dépêchant de rentrer chez eux, lorsque Gabriel était encore à la bibliothèque, aidant Madame Sylvie Dubois, la bibliothécaire, à organiser des cartons de vieux livres. C'était un travail bénévole qu'il faisait discrètement, une façon d'éviter la cohue des couloirs bondés en fin de journée. Quand il sortit enfin de la bibliothèque, la cour était presque déserte.
Seul l'écho lointain d'un ballon de basket et le chant d'un oiseau solitaire rompaient le silence. Il se dirigeait vers la sortie latérale de l'école, où le bus passait généralement plus tard, un raccourci vers la liberté. C'est alors qu'il entendit des pas. Non pas des pas pressés de quelqu'un qui s'en va, mais des pas calculés, qui s'approchaient. 3 silhouettes émergèrent du côté du gymnase, comme des fantômes se matérialisant dans la pénombre du crépuscule. Maxime Laurent en tête, avec Hugo Blanc et Enzo Roux juste derrière, se déplaçant avec la synchronisation d'une chorégraphie répétée. Tous les mains dans les poches, les visages affichant ce sourire cynique que Gabriel connaissait bien. Il s'arrêta. Il respira profondément, l'air froid brûlant ses poumons. « Je ne veux pas de problème, dit-il, la voix basse, mais claire. »« Et qui a dit que tu avais le choix ?» répondit Maxime, la poitrine gonflée d'un faux courage, ses yeux étincelants dans l'obscurité. « Tu crois que tu peux te pavaner ici, te croire meilleur que les autres ?»« Je reste juste dans mon coin, » répliqua Gabriel, le calme dans sa voix était un défi silencieux. « Et c'est ça qui m'énerve. Tu restes dans ton coin comme si tu étais au-dessus de nous. Tu te prends pour un sage, c'est ça ?» Hugo Blanc, impulsif comme toujours, l'encercla par le côté gauche. Enzo Roux, par le droit. Gabriel laissa tomber son sac à dos au sol avec un calme qui frôlait la froideur. « Dernière chance de tourner le dos et de partir en paix, » dit-il, la voix toujours basse, ferme, sans arrogance. Maxime laissa échapper un rire sec, un son rauque qui résonna dans la cour vide. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Méditer jusqu'à ce qu'on abandonne ?» Le premier à bouger fut Hugo Blanc. D'une poussée maladroite, il tenta de déséquilibrer Gabriel. Gabriel ne réagit pas encore. Enzo Roux vint juste après, d'un coup de poing sauvage, clairement quelqu'un sans aucune notion de combat. C'est à ce moment-là que Gabriel laissa le silence derrière lui. D'une rotation rapide, presque imperceptible, il attrapa le bras d'Enzo Roux et le fit tomber d'un seul mouvement de levier, un bruit sec d'impact résonnant dans l'air. Dans la même seconde, il esquiva Hugo Blanc, qui tenta de lui agripper l'épaule, et le projeta contre le mur d'un coup de pied latéral précis. Hugo Blanc tomba assis, sans souffle, les yeux écarquillés, regardant dans le vide. Maxime se figea. Gabriel se tourna vers lui, lentement, sans hâte, sans menace. Ses yeux, auparavant calmes, brillaient maintenant d'une intensité contenue. « Tu veux encore tester ?» Maxime serra les dents, le visage déformé par un mélange de fureur et d'incrédulité. Il tenta le coup le plus désespéré, un coup de poing haut, plein de rage, mais Gabriel pivota le corps, esquivant parfaitement, et appliqua un contre-coup sec au centre de la poitrine, faisant trébucher Maxime et tomber à genoux, l'air s'échappant de ses poumons dans un gémissement. Tout dura moins de 15 secondes. Le silence qui s'ensuivit fut seulement brisé par le son d'une porte s'ouvrant au loin. C'était le proviseur adjoint M. Bertrand, qui était sorti fumer une cigarette en cachette et qui assista à la scène finale. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Maxime tenta de reprendre son souffle et pointa un doigt tremblant vers Gabriel. « Lui. Il nous a attaqués. » Gabriel ne répondit pas. Il se contenta de regarder le proviseur adjoint avec les yeux calmes de celui qui n'avait rien à cacher. Monsieur Bertrand fronça les sourcils, alternant son regard entre les 3 garçons tombés au sol et le seul qui était encore debout, sans une égratignure. Tout le monde au bureau du proviseur maintenant. Gabriel ramassa son sac à dos du sol et marcha devant, sans courir, sans se cacher. Le combat était terminé, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, avant même que la sonnerie ne retentisse, toute l'école était déjà au courant. La vidéo avait été postée sur un profil Instagram anonyme, mais il n'était pas difficile de deviner qui était derrière. Elle commençait au moment exact où Maxime tombait à genoux au sol et se terminait avec Hugo Blanc se traînant contre le mur. Aucun son, aucun contexte. Juste les images. La légende, le psychopathe du karaté. Les commentaires se divisèrent en une frénésie numérique. Ce gamin est une machine, c'est comme ça qu'on traite les racistes, il doit être expulsé, fou, effrayant. Regardez comment il bouge, il ne semble même pas humain. Gabriel arriva à l'école et sentit l'ambiance dans l'air. Des chuchotements dans les couloirs. Des regards en coin. Des gens changeant de direction en le croisant. Dans le bureau du proviseur, il s'assit devant une longue table polie. D'un côté, le proviseur adjoint M. Bertrand et un représentant du conseil de discipline. De l'autre, Gabriel, calme, avec la posture droite qu'il avait entraînée pendant des années sur le tatami. Et à ses côtés, oncle Marc,
le visage sérieux, les bras croisés. Nous avons une situation délicate, monsieur Lefebvre, dit le représentant, feuilletant un papier avec un air grave. Un incident où 3 élèves ont fini à terre. Une vidéo circule. Une vidéo truquée, interrompit Marc, direct, sans détour. Sans le début, sans le contexte. C'est de la manipulation. Même ainsi, continua le représentant, ignorant l'interruption, l'ambiance scolaire a été perturbée. De nombreux élèves ont signalé se sentir en insécurité avec la présence de Gabriel. En insécurité pourquoi, demanda Marc, la voix pleine d'ironie. Parce qu'il s'est défendu et a gagné? Le représentant resta silencieux, sans réponse. Mon neveu est ceinture noire de karaté, poursuivit Marc, sa voix gagnant en force. Il a passé sa vie à apprendre à ne pas réagir avec colère. Il a été encerclé, attaqué, et il a réagi avec le minimum nécessaire. Le proviseur intervint, sa voix essayant de se faire conciliante, mais avec un ton de finalité. Nous devons suivre le protocole. Une procédure disciplinaire sera ouverte. Le conseil se réunira pour décider des mesures appropriées. Gabriel est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Gabriel se contenta de hocher la tête. En sortant de la pièce, il vit Maxime dans le couloir, à côté de son père, un homme en cravate avec une expression de fausse indignation. Ça ne va pas en rester là, murmura Maxime, en passant près de lui, un éclat de vengeance dans les yeux. Gabriel le fixa un instant. Je sais que non. Mais cette fois, ce n'était pas une menace. C'était une sombre vérité. Car quand quelqu'un se défend et devient pourtant le méchant, cela signifie que la lutte est plus grande qu'il n'y paraît. Cette même après-midi, Gabriel était assis sur la véranda arrière de la maison d'oncle Marc, observant le ciel s'assombrir en teintes de gris et de violet. Il n'avait pas faim. Il ne voulait pas parler. Et, surtout, il ne parvenait pas à comprendre comment tout s'était si vite retourné contre lui. Il s'était défendu. Il avait prévenu. Il n'avait pas initié l'agression. Même ainsi, il était traité comme une menace, un paria. Alors que l'esprit de Gabriel tournait dans un tourbillon d'injustice, son téléphone vibra dans sa poche. Un message. Numéro inconnu. Gabriel, c'est Chloé. On est dans la même classe d'anglais, mais tu ne connais probablement même pas mon nom. J'ai vu ce qui s'est passé derrière le gymnase. J'ai tout vu. Et je veux aider. Gabriel mit quelques minutes à digérer ces mots. Chloé. Il se souvint d'une petite fille, avec de grandes lunettes, toujours en train de dessiner dans les coins de la salle. Il ne lui avait jamais parlé. Il répondit, le bout des doigts hésitant sur le clavier, pourquoi seulement maintenant? La réponse vint rapidement, presque instantanément, parce que j'ai eu peur. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas avoir vu. Le lendemain matin, Chloé Mercier se rendit directement au bureau du proviseur adjoint. Ses pas étaient fermes, malgré le trac qui lui serrait l'estomac. Elle demanda à parler à monsieur Bertrand et, avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, elle raconta tout. Sans cacher un seul détail. J'étais au 2e étage, en train de dessiner près de la fenêtre, commença-t-elle, la voix un peu tremblante au début, mais gagnant en force à chaque mot. J'ai vu les 3 encercler Gabriel. J'ai vu quand il a essayé de partir, quand il a prévenu. J'ai vu la première poussée, le premier coup de poing. Et je l'ai vu juste se défendre. Rien de plus. Le proviseur adjoint resta silencieux pendant quelques secondes, ses yeux fixés sur elle, essayant de déchiffrer la vérité derrière ses mots. Chloé, es-tu sûre de ce que tu dis? Oui. Et je suis prête à en parler lors de l'audience. Cette déclaration fut un choc. Pour la première fois, la narration officielle, la version commode de l'école, commença à se briser. Gabriel fut rappelé à l'école, toujours suspendu, pour la 2e partie de l'audience. Maintenant, avec le témoignage d'un témoin. En entrant dans la salle, il vit Chloé assise à la table, nerveuse, mais le menton levé, un éclat de détermination dans les yeux. Elle parla avec une fermeté surprenante, détaillant chaque moment de l'incident. Je n'ai pas parlé avant parce que je pensais que personne ne m'écouterait, dit-elle, regardant directement les membres du conseil. Mais ce qu'ils lui font est mal. S'il était blanc, tout le monde l'appellerait un héros maintenant. La salle plongea dans un silence pesant, les mots de Chloé résonnant dans l'air. Oncle Marc regarda Gabriel avec un léger hochement de tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Quelqu'un avait enfin parlé. Et cela changeait tout. Le vendredi matin,
le bureau du proviseur fut spécialement préparé pour l'audience finale. Un panel de 3 membres du conseil de discipline, le proviseur de l'école, le proviseur adjoint, 2 professeurs représentants. Et de l'autre côté, Gabriel, oncle Marc et le témoin inattendu, Chloé Mercier. L'atmosphère était lourde. Les chaises grinçaient sous le poids de la tension. Les regards se dérobaient, évitant la confrontation directe. Le proviseur commença, lisant les accusations formelles. Il tentait de garder une voix neutre, mais les mots portaient une tension palpable. Acte de violence physique contre d'autres élèves, comportement considéré intimidant, risque pour l'intégrité de la communauté scolaire. Chloé l'interrompit avant qu'il ne termine la lecture. Excusez-moi, mais tout cela n'existe que parce que vous avez ignoré la première partie de l'histoire. Le proviseur hésita. Mademoiselle Mercier, votre témoignage sera enregistré, mais... Je l'ai vu, insista-t-elle, sans baisser le ton. J'étais là. Ils l'ont encerclé. Il n'a rien commencé. Il a prévenu. Et quand il s'est défendu, il a fait preuve de maîtrise. Il aurait pu vraiment blesser, mais il ne l'a pas fait. Le silence tomba sur la salle, plus dense qu'avant. Le conseiller de discipline, un homme grisonnant avec une expression de malaise, se gratta le menton. Mais il est ceinture noire, n'est-ce pas? Oncle Marc répondit avant que Gabriel ne puisse parler. Oui, ceinture noire. Mais ce n'est pas une circonstance aggravante. C'est la garantie qu'il a appris à se contrôler. L'entraînement que Gabriel a reçu enseigne justement l'opposé de la violence. Alors pourquoi n'a-t-il pas reculé, demanda un autre membre du conseil, la voix pleine de scepticisme. Cette fois, Gabriel répondit. Il regarda directement dans les yeux de l'homme, sa voix calme, mais chargée d'une vérité indéniable. J'ai reculé pendant des semaines. Je suis resté silencieux. J'ai baissé la tête. J'ai évité les bagarres. Mais personne n'a rien fait quand ils ont dépassé les limites. Ce n'est que quand je me suis défendu que l'école a décidé de faire attention. Cette déclaration pesa plus que n'importe quel rapport, n'importe quelle accusation. Oncle Marc se pencha légèrement sur la table, sa voix grave et posée. Si vous essayez de protéger l'école, très bien. Mais pensez à ce que vous enseignez aux autres élèves, que celui qui se tait et se fait frapper est en sécurité, et que celui qui se défend est le méchant. Le conseil demanda un répit de 15 minutes. Quand ils revinrent, personne ne souriait. Le proviseur ajusta les papiers, s'éclaircit la gorge et annonça, la voix un peu plus basse que d'habitude, après avoir examiné les témoignages, les vidéos et les rapports supplémentaires, la commission a conclu que l'élève Gabriel Lefebvre a agi en légitime défense et ne sera pas soumis à des mesures disciplinaires. La suspension sera annulée et l'affaire classée. Oncle Marc expira lentement, comme quelqu'un qui n'avait pas respiré depuis des jours. Gabriel maintint sa posture droite, mais à l'intérieur, il sentit qu'une partie du poids était retirée de ses épaules. Chloé sourit simplement, un petit sourire, mais vrai. La justice avait gagné. Mais Gabriel savait que cela n'effaçait pas ce qui était arrivé avant. La bataille qu'il avait affrontée résonnait encore dans les couloirs de l'école. Le lundi, Gabriel retourna officiellement en classe. Mais quelque chose était différent. Les regards qui auparavant venaient avec dérision, venaient maintenant avec prudence. Certains détournaient le regard, d'autres se contentaient d'observer, comme s'ils voyaient quelqu'un qui portait quelque chose de plus grand que des muscles ou des coups. Ils voyaient quelqu'un qui avait résisté et gagné. Pendant le déjeuner, personne n'osa s'approcher de la table où Gabriel était assis, pas même pour provoquer. Mais personne ne l'invita non plus à se joindre à eux. Il restait seul, mais maintenant non par invisibilité, mais par respect. Ou par peur. En cours d'anglais, la professeure Hélène Dubois demanda l'attention de la classe avant de terminer. Cette semaine, nous aurons une assemblée des élèves. L'un de nos élèves invités à prendre la parole sera Gabriel Lefebvre. Gabriel leva les yeux, surpris. Moi? Oui, répondit-elle avec un doux sourire. Vous avez une histoire que beaucoup ici doivent entendre. Et, sincèrement, je pense que vous êtes plus que prêt pour cela. Cette nuit-là, Gabriel passa des heures à regarder une feuille blanche. Il écrivit, raya, recommença. Mais au final, il décida de monter sur scène sans notes. Le matin de l'assemblée, l'auditorium était plein. Proviseur, professeurs, élèves, tous présents. Quand son nom fut appelé, le silence fut immédiat. Gabriel s'avança vers le micro, ajusta la hauteur, regarda l'auditoire et dit. Quand je suis arrivé ici,
Personne ne m'a remarqué. Personne n'a demandé mon nom. Personne n'a voulu connaître mon histoire. Ils n'ont vu que ma couleur, mes vêtements et le fait que je ne parlais pas beaucoup. Alors ils ont décidé qu'ils pouvaient me provoquer, me tester, me rabaisser. Et quand je me suis enfin défendu, c'est comme si le problème avait commencé là. Il respira profondément. Mais je ne suis pas venu ici pour faire un discours de victime. Je suis venu pour rappeler que le silence parle aussi. Et que parfois, ceux qui se prennent le plus de coups sont ceux qui savent le mieux contrôler leur propre force. Il regarda directement Maxime Laurent, qui observait depuis la dernière rangée, immobile. J'ai fait du karaté toute ma vie. Mais le plus grand défi que j'ai affronté a été de maîtriser mes propres limites dans un endroit qui voulait me voir exploser. Il fit une brève pause. Je ne suis pas dangereux. Je suis préparé. Et peut-être que si plus de gens ici savaient ce qu'est la discipline, moins de gens auraient besoin de prouver leur force en blessant les autres. Le silence fut brisé par un seul applaudissement. Celui de Chloé Mercier. Puis, un autre. Et ensuite, toute l'audience. Gabriel descendit de la scène d'un pas léger. Pour la première fois, il sentait qu'il appartenait là. Plus tard, dans la cour, un élève de première année l'arrêta. « Et, Gabriel, tu penses qu'un gars comme moi pourrait faire du karaté ?» Gabriel le regarda dans les yeux, sourit légèrement et répondit, « Tout le monde peut s'entraîner. Mais le plus important est d'apprendre à rester debout, même quand le monde veut te voir à genoux. » Et ainsi, le garçon qui arriva comme cible devint un exemple. Non pas parce qu'il se battit, mais parce qu'il choisit comment se battre. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires qui émeuvent, inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est là où vous voulez être, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.